watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite donc des aventures de Blake Lively, Justin Baldoni. Donc comme promis sur Instagram, je vais vous faire un update de tout ça, mais ce sera pas sur une seule vidéo. Naturellement, il y a tellement de documents qui ont été décelés que voilà, j'annonce à un d'entrée de jeu, il va y avoir plusieurs vidéos sur le sujet parce que je préfère vraiment vous donner un maximum d'éléments. Bon, j'ai quand même fait un tri, hein, bien sûr, mais je préfère quand même vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire vraiment votre propre avis et juger par vous-même de quoi qu'est-ce, voilà. Donc, je rappellerai quand même toujours en début de vidéo que Blake Lively poursuit Justin Baldoni pour harcèlement S et campagne de diffamation contre elle. Gardez bien ça à l'esprit, parce que j'ai l'impression qu'on s'éparpille à des moments. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour démarrer, je voulais vous parler de la déposition d'Isabella Ferrer, donc celle qui jouait la jeune Lily, parce que je trouvais quand même intéressant d'entendre un petit peu son son de cloche à elle, parce que Blake Lively nous a toujours fait comprendre qu'elle n'avait pas été la seule à se sentir mal à l'aise sur le plateau, et on avait cru comprendre qu'elle parlait d'Isabella Ferrer et de Jenny Slate. On en parlera aussi d'elle, de sa déposition. Pour l'heure, je vais vous lire la déposition d'Isabella Ferrer et par la suite, je vous parlerai également des autres dépositions. Donc, je ne vous lis pas la déposition en entier, je vous préviens. J'ai vraiment pris les passages les plus importants. Sachant qu'en plus, ce qui est relou dans les dépositions, c'est que des fois, on va poser une question, après on laisse mijoter, puis on revient dessus après. Donc voilà, j'ai condensé. Donc, je démarre. Combien de fois avez-vous été témoin d'actes, de comportements ou de propos inappropriés pendant le tournage du film? Isabella répond de mémoire 3 fois. Quand le premier incident a-t-il eu lieu? Elle répond, c'était pendant une scène intime. Vous souvenez-vous du mois et de l'année? Pendant le tournage, juin 2023. Était-ce pendant une répétition ou autre chose? Elle dit, c'était pendant le tournage. Dans la maison où je tournais la plupart de mes scènes cette semaine-là, mon partenaire et moi tournions une scène intime et après quelques prises, après couper, Justin Baldoni s'est tourné vers mon partenaire et a dû dire, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais c'était chaud. À ça, l'avocat lui demande, y avait-il quelqu'un d'autre présent à ce moment-là? Elle répond oui, l'équipe qui était dans la pièce pour le tournage à huis clos, mon partenaire, et je ne me souviens pas qui était là, mais je suppose que c'était la coordinatrice d'intimité. Qu'avez-vous dit, le cas échéant, après la remarque de M. Baldoni? Elle répond, j'en ai ri. Donc elle a rigolé. Et qu'a dit Alex, donc son partenaire à l'écran, celui qui fait le jeune Atlas, après la remarque de M. Baldoni? Elle répond, rien. Ok, pouvez-vous me parler du deuxième incident? Il y avait une scène où mon personnage Lily était dans la cuisine et l'autre personnage, joué par mon partenaire Alex, préparait des biscuits. Une note modifiait la scène. Alors qu'il me donnait de la pâte à biscuits à la cuillère, Justin m'a proposé de lécher la pâte sur la cuillère et de regarder mon partenaire d'une manière que j'ai jugée inappropriée compte tenu du contexte de la scène. D'accord? L'avocat lui demande quelqu'un chez Wayfarer, donc la boîte de prod de Justin pour rappel. Donc quelqu'un de chez Wayfarer a-t-il parlé de cette scène? Elle répond non. Avez-vous contacté votre agent au sujet de vos inquiétudes concernant la note ou la modification de cette scène? Elle répond non. Vous êtes-vous plaint à Alex, votre partenaire, que vous trouviez cela inapproprié de changer la scène? Elle répond non. Y a-t-il autre chose qui a influencé votre opinion sur M. Baldoni, outre ce que vous nous avez déjà dit? Elle répond ce qu'Alex m'a confié avoir vécu sur le plateau et qui me concernait. L'avocat lui dit d'accord, pouvez-vous nous en parler? Alors elle raconte le premier jour où j'ai rencontré Alex, mon premier jour de tournage, avant la répétition de la scène d'intimité dont j'ai parlé précédemment, j'ai appris cela des mois plus tard. Alex avait dit qu'il ne voulait pas que je me sente mal à l'aise, mais il m'a raconté qu'il avait eu une conversation privée avec Justin alors que nous rejoignions la voiture pour aller à Jersey City. Justin l'avait pris à part et lui avait dit « Je tiens vraiment à ce que tu apprennes à bien connaître Isabella » en lui faisant un clin d'œil. Avez-vous perçu le commentaire de M. Baldoni selon lequel Alex devait apprendre à vous connaître, suivi d'un clin d'œil comme une forme de sexualisation? Demande l'avocat. À cela, elle répond oui.
D'accord, donc après il va lui ressortir des textos qu'elle a écrits et il lui dit dans le premier paragraphe, vous disiez à Monsieur Baldoni, à Justine, je n'aurais pas pu espérer un accueil plus chaleureux. C'était, vous vous rappelez le message où elle disait qu'elle avait vécu un formidable tournage, etc., etc. Donc là l'avocat lui ressort ça et il lui dit aujourd'hui avez-vous le sentiment que Monsieur Baldoni a créé pour vous un espace confortable et sécurisant sur le plateau? Elle répond je pense qu'il a créé un espace où je pouvais, un espace sûr et confortable, tant pour mon art que pour le personnage que je construisais. Je me sentais suffisamment en sécurité et à l'aise pour explorer les thèmes très intenses que je devais aborder. Sur le plan personnel, en termes de relations, je ne dirais pas forcément que c'était confortable, mais je crois que ce que j'essayais d'exprimer dans ce texto, c'est ce que j'ai ressenti sur le plan créatif et en tant qu'actrice. Ensuite, l'avocat lui dit « Madame Blake Lively, vous a-t-elle déjà parlé d'un incident où Monsieur Justin Baldoni était dans sa loge et pleurait. Elle dit « Je ne me souviens pas. Avez-vous entendu dire que Monsieur Baldoni, Monsieur Jamie Heath ou quelqu'un de Wayfarer ait encouragé Blake à filmer une scène d'accouchement nue ?» Elle répond « Non. » « Étiez-vous présente sur le plateau pendant le tournage de Blake ?» Elle répond oui. Avez-vous déjà vu Justin improviser un contact physique avec Blake Lively? Elle répond non. Madame Blake Lively s'est-elle déjà plainte que Justin ait improvisé un contact physique avec elle? Elle répond non. Pourquoi pensiez-vous que Justin était le plus grand escroc que vous ayez jamais vu? Là, en fait, il lui dit ça parce qu'elle avait écrit dans un texto avec d'autres membres là, en fait, elle le qualifiait d'escroc. Elle dit « Je crois qu'à cette époque, je pensais qu'il était victime de harcèlement de notre part, comme nous faisions tous nos interviews sans lui. » Donc là, elle parle de la promotion. Il y avait alors une histoire inventée selon laquelle il aurait été harcelé et mis à l'écart de la presse et de tout le reste. Il aurait ensuite exploité cette version des faits, ce que je n'ai évidemment jamais fait, mais j'imagine que la façon dont les choses se déroulaient en ligne me semblait mensongère et je l'ai associé à un escroc. Voilà comment je l'ai décrit. Vous avez écrit absolument, j'espère vraiment qu'il se sentira un jour moralement responsable d'avoir encouragé le harcèlement à notre rencontre, vu la façon dont il nous a déjà traités. Et je suis reconnaissante de ne pas le prendre trop personnellement et de savoir que c'était absurde. Donc voilà un extrait d'un texto qu'elle a écrit. Du coup, l'avocat lui demande « Comment Justin a-t-il encouragé le harcèlement à votre rencontre ?» Elle dit « Vu la haine en ligne que je recevais, il semblait que personne ne prenait la parole pour dénoncer le harcèlement subi par les femmes et les autres membres de l'équipe, alors qu'il poursuivait sa tournée promotionnelle. Je suppose que toute personne connectée aurait vu ce qui se passait. D'après les informations que j'ai recueillies auprès de personnes comme Blake, on a supposé que l'embauche d'un chargé de communication de crise avait contribué à la diffusion de ce genre de récit en ligne. » Donc là, en gros, elle est en train de dire que pendant la promo, tout ça, après, elle s'est fait harceler, hein, elle ainsi que Blake et d'autres membres de l'équipe, et que lui, Justin, en gros, il poursuivait sa tournée tranquillement de son côté, et qu'en plus, il a embauché Melissa Nathan. Donc elle en a déduit que c'était pour encore plus les enfoncer et se sauver lui. Et elle dit bien, d'après les informations que j'ai recueillies auprès de personnes comme Blake. C'est important de garder ça à l'esprit. Alors, l'avocat poursuit, dans le même texto, vous avez écrit Justin en rajoute parce qu'il sait que ses agissements vont être révélés, alors il la flatte et se fait passer pour la victime en même temps. Alors là, je vous donne le contexte. Vous vous rappelez que Justin, dans les interviews, il disait toujours que Blake, elle était géniale, etc. Il n'a jamais dit quelque chose de méchant sur Blake. Donc il est en train de faire référence à ça, que en gros, il la flattait, il la portait au nu pour finalement se faire passer pour la victime en même temps, quoi. Donc là, l'avocat lui demande que voulez-vous dire par il en rajoute? Isabella répond je crois que je faisais référence au harcèlement et au discours qui a émergé après les avant-premières et après que le public sur les réseaux sociaux ait estimé que Blake, le reste de la distribution et moi-même ne nous soucions pas du véritable sens de ce film et étant donné son manque, encore une fois, de prise de parole en notre faveur ou de toute prise de position publique pour nous défendre Blake et même moi, j'ai trouvé que ça collait bien avec sa façon de se mettre en avant et de prendre position sur les violences conjugales et le fait qu'il soit quasiment le seul à en parler. J'avais l'impression qu'il jouait sur le fait que nous, on s'en fichait et lui non. Donc l'avocat lui demande « Est-ce le studio qui vous a conseillé sur la stratégie marketing de ce film ?» Ce à quoi elle répond « On m'a dit que oui. » Avocat
avez-vous déjà parlé avec Justin pour savoir pourquoi il intervenait sur les violences conjugales? Elle répond non. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer dans votre SMS que Justin ne parlait de violences conjugales que pour discréditer les autres? Donc elle et le reste du casting, hein. Elle dit: je pense que cette opinion était basée sur le contexte que j'avais compris concernant le moment où il a décidé d'en parler, alors qu'on nous avait demandé de ne pas le faire. Je crois que le studio auquel je fais référence est Wayfarer. Donc le fait que Wayfarer nous ait demandé de ne pas en parler, donc de ne pas parler de violence conjugale, puis que Justin en parle, m'a donné l'impression qu'il essayait de nous faire croire que nous ne voulions pas en parler. L'avocat lui dit: et était-ce plus qu'une simple supposition de votre part? Elle dit: c'était une supposition éclairée. Sur quoi vous êtes-vous basé pour formuler cette supposition éclairée? Lui demande l'avocat. Elle répond: on m'a dit que je ne pouvais pas parler de violence domestique par sa société de production. Puis lui-même, il prend la parole à ce sujet. Donc là, elle dit bien que c'est Wayfarer qui lui avait dit de ne pas parler de violence conjugale. Vous verrez après, de toute façon, tout ça, je vous dirai autre chose. Alors là, l'avocat lui demande: après avoir appris les mésaventures vécues par d'autres personnes avec Monsieur Baldoni sur le plateau, aviez-vous envie d'apparaître à ses côtés lors de séances de dédicaces et de promotion? Elle répond: pas particulièrement. Pourquoi? Si un groupe de personnes tient des propos assez négatifs sur une personne, confirmant ainsi les situations que j'ai moi-même vécues sur le plateau et que j'ai jugées inappropriées, cela ne m'a pas vraiment donné envie de retravailler avec lui. Alors l'avocat lui dit: le fait d'apprendre que Madame Lively ou Madame Slate, Jenny Slate, ait vécu des expériences désagréables sur le plateau, a-t-il influencé votre perception des commentaires que Monsieur Baldoni vous a adressés ou a tenus à votre sujet? Elle répond: oui. Cela a confirmé pourquoi je les trouvais inappropriés, répond-elle. Est-ce parce que d'autres ressentaient la même chose? Lui demande l'avocat. Elle répond oui. Aviez-vous l'impression que Madame Lively était généralement mal à l'aise face au comportement de Monsieur Baldoni à son égard? Oui. Après, il parle de l'événement Book Bonanza, où, vous vous rappelez, il y avait Blake, Colin Hoover, Brendan et justement Isabella. Et c'était pendant cet événement qu'il avait été projeté la version de Blake au montage. Vous vous souvenez, Justin n'était pas là, c'était en juin 2024. Donc là, l'avocat lui demande: qui vous a invité à Book Bonanza? Elle répond: Colin Hoover. Monsieur Baldoni n'a pas assisté à Book Bonanza, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous pourquoi il n'y est pas allé? Colin m'a dit qu'il devait y aller, mais compte tenu des récents événements le concernant, notamment le dîner qu'ils avaient partagé et semble-t-il le conflit de post-production, Colin ne se sentait plus à l'aise de participer au festival avec lui. Alors elle l'a retiré du projet. Je ne sais pas si c'est elle qui a pris cette décision, mais je sais que c'était censé être lui au départ, puis ça ne l'a plus été. Ensuite c'était Blake et Brandon, et enfin j'ai été invitée. Colin vous a fait part de son malaise? Demande l'avocat, à l'idée que Baldoni assiste au festival de Book Bonanza. Elle répond oui. Et vous a-t-elle confié qu'elle n'était pas à l'aise avec la présence de Justin au festival Book Bonanza en raison de son comportement sur le plateau et lors du dîner auquel elle avait assisté avec lui? Elle répond oui, et je crois que ce qui la mettait surtout mal à l'aise, c'était qu'il avait menti sur sa religion et sa foi en disant aux gens qu'elle était de confession bahaï, alors que ce n'était pas le cas. Je pense que c'était là l'essentiel de son malaise. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur la situation, le dîner dont elle fait référence, je vous en parlerai quand je vous parlerai de la déposition de Colin Hoover, mais juste pour un peu de contexte. À la fin du film, avant que le film sorte, donc après le tournage, Colin Hoover, avec une amie à elle, elle a été dîner avec Justin et Jamie, et en gros, ils se sont plaints de Blake. Ils lui ont raconté notamment cette liste de 17 points qu'elle leur avait donnée. Vous vous rappelez, hein, les fameux points « je ne veux plus qu'on parle de vidéos PORNO, là, qu'on fasse des allusions », enfin bref, voilà, vous vous souvenez de cette liste. Donc Justin et Jamie ont parlé de cette liste à Colin. Ils ont expliqué un petit peu tout ce par quoi ils étaient passés avec Blake. Et Colin, ça ne lui a pas plu. Elle a un petit peu, en gros, dit qu'elle était déçue que ça soit passé comme ça. Et elle n'a pas aimé comment ils avaient parlé de Blake. Or, personnellement, quand je vois ce qu'ils lui ont raconté, j'ai plus l'impression que c'était un retour d'expérience. Voilà, on a vécu une mauvaise expérience avec elle. Elle nous a demandé de faire ça. Enfin, en gros, il la met juste au courant de la situation. Du coup, après, elle a été voir Blake Lively. Elle est rentrée en contact avec elle.
D'ailleurs, même avant ça, hein, parce qu'on comprend que pendant la production, elles avaient déjà commencé à parler. Bref, en gros, elle a pris le parti de Blake d'entrée de jeu parce qu'elle n'a pas aimé qu'il lui raconte en gros leur mauvaise expérience avec Blake. Voilà en gros ce qui s'est passé pendant ce dîner. Donc là, si vous voulez, dans la déposition d'Isabella Ferrer, je rappelle quand même que la stratégie marketing du film, elle est floue parce qu'on ne sait toujours pas concrètement si la stratégie marketing elle a été mise au point par Sony ou par Blake Lively. On a un pauvre document que je vous mets là, où il y a effectivement une ligne de conduite, alors les arrangements floraux, des petits e-shops de fleurs, tout ça, des photos avec les fans, nanani, nanana. Mais ça, c'est pas nouveau si vous voulez, on en avait déjà parlé. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite où justement c'était un plan marketing OK qui avait été mis en place. On a un mail de Wayfarer qui avait dit OK, mais dans la plainte de Justin, il avait stipulé qu'il avait accepté ce plan marketing, mais que lui, dans sa tête, il a toujours été clair qu'il ne zappait pas de parler de violence domestique. C'était le cœur du sujet. Donc oui, des arrangements floraux, des fleurs et tout, d'accord, mais lui, il n'a jamais signé, si vous voulez, pour que le sujet des violences faites aux femmes soit tabou. C'est écrit effectivement dans la note, il est dit évitez de parler de ceci, évitez de parler de cela. Mais Justin n'a jamais dit oui à ça. Donc quand Isabella Ferrer dit c'est Wayfarer qui m'a dit ça, c'est faux. Le plan marketing, il a été mis au point. Alors comme je vous dis, on ne sait pas si c'est vraiment Sony ou Blake, mais on peut dire que c'est Blake, surtout Blake, et son mari Ryan, parce que rappelez-vous que Maximum Effort, la boîte de communication de Ryan, s'est insinuée dans le délire. Je vous remets là un extrait de ma vidéo qui vous explique tout ça. Abel, donc la publiciste de Justin Baldoni, elle envoie un mail à l'équipe marketing de Sony pour s'enquérir d'un tournage de contenu que Blake semble avoir coordonné avec Maximum Effort, la société de production de Ryan Reynolds. Sony, au moment de la première sensibilisation de Jennifer Abel, n'était pas au courant des projets du tournage de ce contenu qui était prévu les 27 et 28 juin. Plus tard, Sony a attesté du fait que Blake et Maximum Effort dirigeait le show. Donc 28 juin 2024, la société Maximum Effort de Blake et Ryan ont organisé le tournage de contenu pour la campagne promotionnelle du film avec l'ensemble du casting et l'autrice du livre, mais sans Justin bien sûr. Le tournage du contenu comprenait la réalisation d'arrangements floraux par les acteurs, la préparation de biscuits, le jeu du Pictionary, la création de collages et d'autres concepts développés par l'équipe de Maximum Effort pour soutenir la promotion du film. Ils ont ensuite posé pour des photos apparemment mises en scène par des paparazzi avant de dîner ensemble. Donc on arrive au 2 juillet 2024. Lors d'une vidéoconférence Zoom entre Wayfarer et Sony Marketing, Wayfarer a appris que Sony avait dû traiter de nombreuses notes et révisions du plan marketing à la suite du tournage de ce contenu. Pictionary, tout ça. Étant donné que Sony a fini par embaucher la société de Ryan Reynolds Maximum Effort pour produire le contenu promotionnel du film, le coût du tournage a considérablement augmenté en raison de leurs honoraires plus élevés que ce que Sony avait initialement budgétisé. Donc là, non seulement on comprend que Blake, toute seule, a pris l'initiative d'embaucher la boîte de son mari, Maximum Effort, pour faire un tournage promotionnel à sa façon, à elle, toute seule, donc sans apparemment la validation de qui que ce soit, et que c'est donc suite à ça que Sony a dû tout repenser et s'aligner là-dessus. Et ils ont même du coup embauché la boîte de Ryan. Et ça, c'était même pas ce qui était prévu, parce que justement, là c'est stipulé dans la plainte, on le voit dans un échange de messages entre Blake et Justin, ça date de janvier 2023, où elle dit, Blake, que Maximum Effort fonctionnerait gratuitement pour la famille. Donc bien qu'il ait finalement approuvé cela, Wayfarer a été informé que Sony n'était pas autorisé à accéder directement aux images pour lesquelles ils avaient payé. Les images de cette promo biscuits arrangements floraux et d'autres idées originales qui passaient complètement à côté du film, contournant la question de la violence domestique au détriment de toutes les personnes impliquées. Comme indiqué dans l'email, Sony n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'impliquer durant le tournage de cette promo. Voilà, donc si vous voulez, les directives
qui disait oui, évitez de parler de ceci, évitez de parler de cela. Là, je vous reprends le mail de Wayfarer où c'est Justin Baldoni et Jimmy East qui disent c'était bien cette réunion avec tout le monde pour discuter de la vision des 3 vidéos de pré-production et du contenu initial et des concepts de campagne. On vous attache en gros une note des sujets qu'on a abordés pendant notre appel. Et donc on voit effectivement Fun and Sexy Floral Shop, une boutique de fleurs sexy et fun. Voilà, je suis désolée, moi je revois la patte de Blake, encore le mot sexy, mot qu'elle accuse tout le temps Justin d'employer, mais je le vois partout. Quand Blake passe, il y a sexy qui ressort parce que Fun and Sexy Floral Shop Around the Country, donc un magasin fun, floral, sexy à travers le pays. D'où un magasin de fleurs, c'est sexy. Voilà, faudra me le dire. Justin et si possible, les autres membres du casting vont débarquer, faire des photos de manière impromptue, faire des signatures, tout ça avec les fans. Peut-être même travailler dans le magasin. Ensuite, partenariat avec donc No More, qui est donc une association qui traite de violences conjugales, et les refuges locaux afin de faciliter l'accès à des ressources et aux maisons de sûreté. Ça, c'est écrit donc. Ça n'a pas du tout été évoqué par Blake Lively et le reste du casting. Or, c'est quand même noté. Et je vous ressors même ce qui a été mis dans la plainte de Justin, le prétendu plan marketing prétendument créé par Sony, auquel Blake Lively fait référence plus tard dans sa plainte, comme ayant été approuvé par tous et joint en annexe comme preuve, donc le petit document là que je vous montre, même s'il ne s'agissait que de points de discussion et non d'un contrat contraignant, n'a jamais été le plan auquel Justin a consenti. Et en effet, le seul mail de Wayfarer qu'on a qui parle de ce plan marketing, il parle juste de points dont ils ont discuté. Ça n'est pas le plan, le plan officiel. Et je vous dis, moi, depuis le début, c'est un truc qui m'a fait tiquer. Où est-ce qu'il est ce plan marketing? On ne l'a pas. On a juste des notes. Même dans la plainte de Blake, elle n'a pas pu affirmer qu'il s'agissait du plan marketing officiel, seulement de notes. Donc il y a écrit que faut-il éviter? Plus se concentrer sur la force et la résilience de Lily. Éviter de parler de ce qui est triste dans ce film ou de ce qui est trop lourd. C'est une histoire sur l'espoir. Éviter de parler du fait que ce film représente toutes les histoires des femmes. Il y a beaucoup d'histoires de violences domestiques. Ça, c'est juste une perspective qui était inspirée par Colin Hoover de sa propre expérience. Et dans la plainte de Justin, encore une fois, ils avaient précisé: malgré une forte opposition du distributeur du film, Justin Baldoni a clairement indiqué dès le départ que son film visait à sensibiliser le public aux violences conjugales et qu'il n'hésiterait pas à le faire lors de sa promotion. Il n'a pas agi de manière indépendante, contrairement aux allégations de Blake Lively. Dès le départ, en fait, avant même que le film ne soit tourné, Justin était entré en contact avec des assos par rapport aux violences conjugales, tout ça, c'était important pour lui ce message. Il ne l'aurait jamais retiré de la campagne marketing. Et je vais même vous dire encore autre chose. On va poursuivre avec justement un article que j'ai retrouvé qui est très parlant, je trouve, concernant justement toute cette campagne de promotion. C'est un article de Deadline qui date du 11 août 2024. Donc c'était avant qu'il y ait tout le bordel. C'était en plein quand le film est sorti. Donc voici ce que titrait l'article: comment Blake Lively a réalisé un véritable tour de force créatif en adaptant le roman de Colin Hoover en un film. On dit que Blake Lively, productrice et experte en marketing cinématographique, a été une véritable force créative, veillant à ce que le film ne se résume pas à un simple téléfilm Hallmark abordant le thème des violences conjugales. Pas étonnant donc que Justin ait déclaré dans une interview que pour une suite de Jamais plus, je pense que Blake Lively est prête à réaliser. Vous vous rappelez de ça, quand il avait dit oui, je pense qu'elle est prête pour diriger un film, voilà. Blake Lively s'est investi à fond, non seulement dans les réécritures, mais aussi dans le montage, le marketing, la gestion des réseaux sociaux et même la création d'une playlist spéciale coulisses et d'une page Spotify dédiée au film. Sony a dévoilé la première bande-annonce lors d'une garden party sur le plateau de Culver City,
avec les hashtags BookTok et Bookstagram, suivi d'une séance de questions-réponses avec Colin Hoover et Justin Baldoni. La première bande-annonce a cumulé 128 millions de vues en 24 heures, devenant ainsi la bande-annonce d'un film à succès mettant en scène une actrice au féminin, la plus visionnée de ces dernières années, surpassant des films comme Wicked, partie 1, Barbie, Taylor Swift Eras Tour et The Marvels. La bande-annonce de Jamais Plus a quant à elle généré 319 millions de vues. Donc première bande-annonce, c'était un petit teaser. Après, il y a la bande-annonce. Je poursuis cet article, mais surtout, il est impossible de négliger le choix de la date de sortie par Sony, car ce film a su capitaliser sur le succès phénoménal du plus gros succès de l'année à ce jour, Deadpool et Wolverine, qui a engrangé plus d'1 milliard de dollars. Initialement prévu pour le 9 février, puis le 21 juin, le film, réalisé par Justin Baldoni, a finalement été déplacé 2 semaines après la sortie de Deadpool et Wolverine. Coup de génie de la part de Sony Distribution et Marketing qui a permis à Blake Lively de promouvoir Jamais Plus en trombe, profitant de la conjonction parfaite avec la tournée promotionnelle de Deadpool et Wolverine. L'actrice y tenait un rôle clé, bien que tenu secret, dans ce film de l'univers cinématographique Marvel. Cette manœuvre a permis le coup d'éclat suivant. Ryan Reynolds, sa mère et Hugh Jackman ont fait une apparition surprise et hilarante à la conférence de presse de Jamais Plus. Cette publication Instagram a frôlé le million de vues. Ce qui a également alimenté la rivalité entre Deadpool et Wolverine et Jamais Plus, c'est la première bataille au box-office entre un couple de stars mariés depuis la fin de l'été 90, lorsque Bruce Willis était à l'affiche de Die Hard 2 et Demi Moore de Ghost. Blake Lively compte près de 50 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux contre plus de 128 millions pour Ryan Reynolds. La société d'analyse des réseaux sociaux Wellish Mix a rapporté que Jamais Plus a attiré 337,4 millions de spectateurs sur TikTok, Facebook, X, YouTube et Instagram, soit 2,5 fois plus que la moyenne des drames et comédies romantiques. Un chiffre boosté par la popularité de Ryan Reynolds combinée à celle de Blake Lively et bien sûr aux 4,3 millions d'abonnés de Colin Hoover. L'effervescence était palpable sur les réseaux sociaux avant vendredi. Les réactions à Jamais Plus sont très positives. Les fans expriment leur enthousiasme, leur émotion et leur reconnaissance pour cette adaptation du roman tant apprécié. Par ailleurs, toute publicité est bonne à prendre et les tensions en coulisses, révélées à la dernière minute avant la sortie de Jamais Plus, ont certainement contribué au succès du film ce week-end. Apparemment, Baldoni et Lively étaient en désaccord pendant la post-production. Le premier a boycotté la tournée promotionnelle, a séché les photos de l'équipe lors de l'avant-première new-yorkaise et Lively ne le suit plus sur les réseaux sociaux. Tout cela donne une dimension supplémentaire à la promotion du film car, à l'image de leurs personnages à l'écran, Lively et Baldoni ont leur propre friction. Certains ont comparé les coulisses tumultueuses de Jamais Plus à l'atmosphère toxique qui régnait sur le tournage de Don't Worry Darling. Ce dernier film était déjà un cas à part avec la fuite du clip Miss Flo d'Olivia Wilde, les échanges houleux entre le réalisateur et Shia LaBeouf, membre du casting original, et l'incident du crachat entre Harry Styles et Chris Pine à la Mostra de Venise. La campagne multicanale sur les réseaux comprenait des opérations spéciales comme la reconstitution de la boutique de fleurs de Lily Bloom, le personnage incarné par Blake Lively, au centre commercial Westfield Century City de Los Angeles. Ouverte pendant un mois, la boutique a attiré de nombreux visiteurs. Elle a servi de source de contenu pour les influenceurs, de décors et d'espace événementiel pour la presse et les prescripteurs de tendances. Sony s'est également associé à Meta, donc Instagram, et à la maison d'édition Threads pour organiser une séance de questions-réponses en direct sur leur page Creators, 18 millions d'abonnés, avec Blake Lively et Colin Hoover, ainsi qu'une projection du film pour les fans. Donc voilà un petit peu le point que faisait cet article sur le marketing. Je trouvais intéressant de vous lire cet article parce que vraiment il regroupait tout. Donc on est quand même d'accord pour dire que sur le papier, toute cette promo a été un succès. Voilà, il y a tout qui a été mis en place. Donc, venir ensuite reprocher à Justin d'avoir fait son petit truc de son côté, à pas avoir été vraiment mis à l'écart jusqu'à être dans une cave quand même lors de la première, parce qu'il fallait pas qu'il croise Blake Lively. Donc le gars, il est foutu à la cave. Il fait la promo tout seul de son côté, sauf que lui, il n'est pas dans le délire des fleurs. Il l'a fait au tout début, après, tout le monde l'a acheté. Donc il s'est mis à parler de ce que lui, je pense, maîtrisait le mieux, à savoir le thème du film,
les violences domestiques, même s'il n'y avait pas que ça. Il en a quand même parlé, ça a été le seul à le faire. Pourquoi on vient lui reprocher ça? Et pourquoi on vient dire il nous a pas défendu alors qu'on se faisait harceler en ligne? Là, j'ai vraiment envie de dire, mais Isabella, t'es sérieuse? Vous vous êtes tous ligués contre lui et c'était encore à lui de venir vous défendre alors que lui-même se faisait détruire par une partie de la presse mainstream qui avait pris le parti de Blake. Je suis désolée, mais de dire il nous a pas défendu, à sa façon un peu oui, parce que dans les interviews, il a descendu personne. Au contraire, il a dit que tout le monde était génial, que les femmes de ce film était génial, que c'était grâce à elle tout ceci, tout cela, bref. Donc il fallait qu'ils disent publiquement arrêtez de les harceler, mais si les réseaux sociaux au début se sont enflammés pour ensuite se retourner contre vous, c'est parce que les gens ont fini par se dire mais pourquoi Justin n'apparaît nulle part? Pourquoi il est jamais avec eux? Ils l'ont unfollow et tout. De là, les gens ont été chercher, fouiller. Et là, on a découvert qu'il y avait des tensions, des frictions. Et là, les gens ont commencé à prendre un parti et à regarder finalement ce qui n'allait pas. Une fois qu'on a enlevé les fleurs et tout ça, qu'est-ce qui restait en fait de votre promo? Le sujet du film, c'était les violences quand même. Pourquoi jamais ça n'a été abordé par tout le reste du casting? C'est ça qui a commencé à être reproché en fait à tout le monde. Et c'est de là que ça a fait boule de neige parce que les réseaux, c'est comme ça. Et comme je vous le dis, moi depuis le début, je ne pense pas du tout que ce soit Justin, le grand Manitou des réseaux avec son équipe qui a réussi à faire retourner tout Internet, du moins une grande partie, contre Blake Lively et les autres. Regardez par exemple ce qui est en train de se passer avec l'histoire Brooklyn Beckham. Le jour où Brooklyn a dit que sa mère avait dansé de manière inappropriée à son mariage. Vous avez vu maintenant sur Instagram comme on n'arrête pas de voir des vidéos d'IA avec Victoria qui twerk, qui fait le grand écart, etc. Je ne pense pas une seule seconde que ce soit, par exemple, les publicistes de Brooklyn qui aient poussé des trucs comme ça. Et pourtant, on ne voit que ça. C'est organique. C'est voilà, les gens sur le net, dès qu'il y a un truc, ils l'extrapolent à fond. Et Blake, ça n'a pas été justement, si vous voulez, difficile de reprendre ce qu'elle pouvait dire et de dire mais attendez, elle est hors sol ou quoi? Parce qu'elle a tellement fait la promo de ce film de manière hors sol que forcément il y avait matière à se retourner contre elle et à dire mais en fait il n'y a pas un problème là juste avec toi finalement. On ne peut pas, mademoiselle Ferrer, reprocher à Justin d'avoir parlé d'un sujet que lui maîtrisait lors de la promo et on ne peut pas lui reprocher de ne pas vous avoir défendu alors que c'est vous qui l'avez mis à l'écart, alors que c'est vous qui ne vouliez plus lui parler et alors que c'est toi qui n'as pas été le contacter pour lui demander qu'est-ce qui se passe en fait. Au niveau marketing, qu'est-ce qui se passe? À aucun moment, cette grande fille, bien qu'elle soit jeune, mais c'est une grande fille, elle n'a pris son téléphone pour appeler son ancien réalisateur pour savoir ce qui se passait. En fait, tout le monde dans cette histoire a fait le lycéen, c'est-à-dire s'est rangé du côté de l'abeille de la cour de récré et a suivi ce qu'elle disait aveuglément. Et Justin... on n'écoute plus son point de vue à lui. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Encore une fois, ça c'est mon avis sur la question. Je vous ai donné assez matière pour vous forger votre avis. Moi, en tout cas, je n'en démords pas. Et je vous dirai vraiment mon avis au fil du temps sur tout ça. Parce qu'au final, j'ai jamais vraiment donné. Mais mon avis, et je le développerai, c'était que Blake avait depuis le début l'intention de voler le film de Justin. Et tout a été calculé dans ce sens. Voilà, je vous le dis maintenant, je relèverai les points qui vont dans ce sens-là. Mais pour moi, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'harcèlement, il n'y en a jamais eu. La campagne de diffamation contre elle, il n'y en a jamais eu. Par contre, elle en a mené une contre Justin auprès du gratin hollywoodien. Et ça, je vous le montrerai également. En fait, elle n'a pas supporté finalement que les gens aient vu ce qui n'allait pas, que ce soit devenu organique comme les réseaux savent très bien le faire. Elle n'a pas su encaisser ça et le gérer. Il a fallu une tête de turc. Elle n'aurait pas réagi, elle aurait laissé les choses couler, on aurait oublié tout ça. Mais non, elle n'a pas supporté, donc il lui fallait une tête de turc, donc elle a porté plainte contre Justin. Et maintenant, on en est dans ce bordel infini qui dure depuis plus d'1 an. Donc voilà. Et ça, c'est typique des narcissiques. Hein. Elle ne supporte pas en fait qu'on ne l'aime pas et qu'on n'aime pas ce qu'elle fait et qu'on puisse remettre en question ce qu'elle fait. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses au vu de tous les documents que je me farcis depuis 1 an. Et de là, ce que je vois encore, j'essaye vraiment de trouver des trucs qui peuvent aller dans son sens et tout. Et des fois, je me dis, ouais, bon là, je peux comprendre que ça soit mal interprété et tout. Mais que ça justifie de détruire la vie de ce mec en le traitant de prédateur, je trouve que ça va quand même très loin. Enfin, les mots ont quand même une importance à un moment donné. Faut pas non plus l'oublier. Donc,
Bon, je vous retrouve très vite hein, pour la suite. Il y a aussi les échanges de textos avec Taylor Swift, comme je vous disais, Matt Damon, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais voilà, déjà, je voulais vraiment parler du cas Isabella Ferrer et de ce qu'elle accusait de Justin en termes de marketing pour vous replacer le contexte, les choses. Maintenant, voilà, à vous de voir de votre côté. Je vous retrouve très vite dans la semaine pour la suite de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.